Sud Radio, la France dans tous ses états. Bonsoir et bienvenue. Comme vous le savez, la France va mal, la France est en crise. Alors pour la sauver, grande idée. On interdit les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. C'est désormais acté, les députés ont voté en faveur de l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Les règles vont être contournées par beaucoup de personnes. Emmanuel Macron qui soutient la mesure. Et on va interdire les portables dans nos lycées. Je trouve ça nul. Le cerveau de nos enfants et de nos adolescents n'est pas à vendre. Bon, déjà, qui voudrait acheter un cerveau d'adolescent? Ou à manipuler. Je pense qu'on est assez responsable de se diriger tout seul. Est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme? Oui. Je me rhabille. Ah d'accord, d'accord. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio en ce jeudi 29 janvier 2027. Ma copilote Maud Goffler est à mon côté pour qu'on fasse un beau décollage. Je vois Julien Delmas. Bonjour Perico, il faut rhabiller le bas aussi. Il est sapé. Il va aller au dancing ce week-end parce qu'on est jeudi. Demain on n'est pas là. Je crois qu'il va aller au dancing parce qu'il est frais pimpant. Au dancing. Au dancing. Oui, c'est un terme Dites ça moderne. à cause du serre-tête, non? À côté de lui, il y a Elvin qui met tout ce qu'on raconte sur le web. Et aujourd'hui, il m'a rappelé que c'était la journée du couvre-chef. Oui, d'ailleurs, je vois que vous êtes tête nue. Alors, je voulais mettre une couverture sur Patrick Roger, qui est notre chef. Il m'a dit, mais c'est pas couverture, c'est couvre-chef, c'est la tête. C'est pas couvrir le chef. Et puis alors toujours sérieux, par rapport aux deux autres, Emmanuel Galasso, qui est là, fidèle au poste, qui vous allez appeler au 0826 300 300 pour intervenir, pour dire ce que vous pensez, que vous êtes content, pas content, parce que les sujets du jour vont vous interpeller. Et Emmanuel Galasso entendra, écoutera, et attendra et vous transmettra vos appels. Nous disions donc l'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs est-elle une loi liberticide? On sait que c'est nécessaire parce que les réseaux sociaux font beaucoup de mal à la jeunesse. Pour autant, il y a des voix qui s'élèvent en disant attention, on est suffisamment contrôlé comme ça sur le plan numérique pour aggraver la situation. Et nous recevrons Florian Philippot, président des Patriotes, voilà, qui va nous dire que lui, il n'est pas totalement convaincu par cette loi. Une militante écologiste à la tête de l'Office français de la biodiversité. La nomination d'Anne Lestrade soulève une vive polémique, voire la colère de certains agriculteurs, parce qu'on estime que c'est une militante politique à un poste, il faudrait plutôt quelqu'un d'un petit peu plus neutre. Et nous entendrons la colère de Bertrand Vantaux, président de la coordination rurale. Alors, là vraiment je sais que vous appellerez, parce que de 13h à 14h, nous allons recevoir Mathilde Touvier. Mathilde Touvier est la directrice de recherche de l'INSERM. L'INSERM qui vient de publier une étude établissant le lien direct entre la consommation de conservateurs dans les aliments agro-industriels et des maladies graves telles que le diabète et le cancer. Mathilde Touvier, c'est une scientifique, c'est un médecin, c'est une nutritionniste très compétente. Et les sujets qu'on va aborder là, vraiment, on va mettre le doigt sur ce qui fait mal de façon très concrète. Oui, on s'empoisonne aujourd'hui en mangeant et on va comprendre pourquoi. Alors, une petite bonne nouvelle, on en parlera aussi un peu avec Bernard Vantaux, la dermatose nodulaire contagieuse serait un peu moins contagieuse, elle reculerait, et le gouvernement vient de lever les mesures de restriction dans plusieurs centaines de communes du sud-ouest et même du sud de la France. Bon, est-ce qu'on peut espérer enfin une récession, une bonne récession, parce qu'il y en a des mauvaises, des bonnes et des mauvaises de cette maladie. Alors là, les bras nous en tombent. Je rappelle le titre de ce monsieur, il s'appelle Roland Lescure, il est ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Eh bien, Roland Lescure vient d'autoriser la vente d'un organisme français, une société française, LMB Aerospace, qui fabrique des ventilateurs militaires, à l'américain Loar Group, malgré l'avis défavorable de la direction générale de l'armement. Et ce grand protecteur de la souveraineté économique et énergétique française vend aux Américains. Mais on se demande s'il a bien lu le document. Moi, je préfère qu'il me dise j'étais pas au courant. C'est mon directeur de cabinet qui m'a fait signer ce papier, je ne sais pas. Ce qui serait pas forcément plus rassurant d'ailleurs. Voilà. On verra que le gouvernement français ne veut plus de forage pétrolier en Outre-mer, alors qu'il y a un projet de loi au Sénat qui vise justement à aller chercher des énergies fossiles au moment où on a besoin un petit peu de carburant. Eh bien, le gouvernement est contre parce que Monique Lobu, la ministre de l'écologie, s'est dressée vent debout contre ce projet. Maud, ma chère Maud, oui. Vous nous parlerez de Bernard Arnault qui se plaint d'être mal aimé par la France. Absolument, c'est pas la première fois. Là, pas gentil avec lui, il dit que peut-être... Il y a quelques bonnes raisons. Oui, malgré tout. C'est vrai que ce monsieur fait quand même aussi du bien. On pense que c'est malvenu parce que ça vient d'un milliardaire. Mais... Voilà. Et puis vous nous raconterez, c'est hallucinant, la mère de Romans-sur-Isère,
menacée de mort, parce que si on lui dit si tu parles de l'affaire du meurtre de Chrysol, de Crépol, on te tue. Crépol, on te tue alors qu'elle est candidate à la campagne. Voilà le menu du jour, et donc comme je vous dis, Emmanuel Galasso attend vos appels au 0826 300 300 et nous y répondrons avec toute la ferveur que vous connaissez. Sud Radio, la France dans tous ses états, l'humeur de Perico. Alors, mon humeur porte sur cette information qui concerne les prochaines élections municipales et qui m'inquiète comme m'inquiéterait tout ce qu'on a pu nous dire en disant mais ça n'arrivera pas. Quand on parlait, il y avait effectivement en France des musulmans intégristes musulmans, mais ils feront jamais vraiment de mal, et on sait ce qui s'est passé par la suite. Il n'y aura pas chez les gens de la France insoumise de gens qui feront de complicité objective avec certaines mouvances musulmanes intégristes. On voit comment ça évolue. Non, il n'y aura pas d'antisémitisme en France, c'est fini. On voit qu'il repart de plus belle. Et là, nous apprenons que sur certaines listes de la France insoumise ou de la gauche extrême, eh bien, il y aurait probablement des membres des frères musulmans. Les frères musulmans dont certains responsables politiques estiment qu'il devrait être interdit, ou en tout cas qu'on peut se poser la question sur la conformité des valeurs défendues par les frères musulmans et les principes de la République et de notre démocratie. Voilà. Eh bien, nous risquons peut-être à la fin du mois de mars de voir des communes dont les conseils municipaux seront composés en partie par des membres des frères musulmans. Et on sait que les frères musulmans, c'est une mouvance intégriste islamiste qui est à l'origine quand même de beaucoup de polémiques, beaucoup de souffrances. Ils sont au cœur de la tempête parce qu'ils ont pris des positions qui sont contraire à nos valeurs, contraire à l'intérêt de la République. Je suis prudent parce qu'on ne veut pas interdire, nous sommes toujours voltairiens, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez toujours le dire. Il y a un seuil au-delà duquel il faut faire très attention, et de là à ce que un jour on ait des conseillers municipaux, c'est-à-dire élus de la République française dans un conseil municipal avec la statue de Marianne, la photo du président de la République, et des gens qui dans des conseils municipaux pourront, j'allais dire, préconiser, demander, même si c'est seulement au niveau municipal et pas national, d'appliquer des mesures qui sont plus conformes à un islam intégriste. Ça ne manquera pas de poser de problème, ça créera un désordre public au sein du débat démocratique, et ça ne sera tout simplement pas bon pour la France. Le débat est ouvert, nous l'ouvrons, on pourra en discuter. Pour l'instant, rien n'est définitivement établi, mais les listes municipales sont en train de se faire, et je pense que nous aurons l'occasion sur cette radio, pas seulement la France dans tous ses états, mais les autres émissions, de venir sur ces sujets épineux et sensibles qui me posent problème, en tout cas qui inquiètent vraiment les républicains et les démocrates, à juste titre. Le fait du jour. Les députés ont adopté la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques liés aux réseaux sociaux. Le gouvernement espère donc interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans dès la rentrée 2026-2027. Le problème, c'est que pour vérifier l'identité de ces mineurs, le gouvernement devra mettre en place une plateforme de surveillance, ce qui inquiète certains usagers. On en parle avec le président du mouvement des Patriotes, Florian Philippot. Bonjour. Bonjour. Bonjour Florian Philippot, merci d'être avec nous sur Sud Radio aujourd'hui pour parler de ce sujet sensible des réseaux sociaux. On se réjouissait tous qu'enfin le gouvernement prenne une mesure courageuse en disant, voilà, vu les dégâts que les réseaux sociaux opèrent sur nos consciences, sur les cerveaux de nos chères têtes blondes, et pas que, on va mettre un seuil au-dessous de 15 ans, vous ouvrez Tintin, vous faites ce que vous voulez, vous regardez Pif le chien, ça n'existe plus. Je parle de ma jeunesse, mais en tout cas voilà, on protège la jeunesse contre les réseaux sociaux, et vous faites partie de ceux qui disent d'accord, mais ça implique une procédure de contrôle qui est liberticide, qui restreint les libertés. Alors, j'allais vous dire, il n'y a pas d'omelette sans casser les œufs. Est-ce que vous êtes pour autant classable dans les libertariens en disant les libertés absolues, ou alors est-ce que vous étayez votre raisonnement sur une vraie crainte que vous avez que la liberté de conscience, que la liberté républicaine soit menacée? Oui, c'est-à-dire que, en réalité, je me fonde sur l'expérience du macronisme. On a maintenant du recul. Il sera pas toujours là, Florian. Il sera pas toujours là.
Non, il sera pas toujours là, mais il s'inscrit dans un schéma en fait européen, parce que vous allez voir, je vais vite faire le lien avec l'Union européenne. Et donc en réalité, je crains que ça le dépasse même si les macronistes ont dans leur ADN quand même un souci avec la liberté d'expression en particulier. Mais je rappelle que cet argument de la protection de l'enfance, dont je ne dis pas qu'il n'y a pas un sujet avec les réseaux sociaux, j'y reviendrai dans un instant, mais cet argument un peu tarte à la crème de la protection de l'enfance, ces dernières années, nous a été servi à nombreuses reprises. Je voudrais rafraîchir la mémoire de tout le monde. Lorsque on nous a vendu le règlement européen DSA en 2022, qui a été voté au Parlement européen en juillet 2022, donc de contrôle des réseaux sociaux, de modération, on pourrait dire de censure. On nous avait d'abord vendu comme argument que c'était pour protéger les enfants. Et vous avez bien vu dans les dernières années qu'on n'en parle même plus. Et tous les arguments mis en place par son père, c'est-à-dire Thierry Breton, n'ont rien à voir avec la protection des enfants. On est vraiment sur la question des élections, la question du problème de X, de Musk, etc. On n'est pas du tout sur la protection des enfants. Je rappelle que de la même manière, on nous avait dit que la loi Schiappa contre le cyberharcèlement serait là pour protéger les enfants. Tout à fait. Elle a été utilisée il y a peu par une enfant de 72 ans qui s'appelle Brigitte Macron et qui l'a utilisée contre 10 prévenus, pas du tout pour protéger les enfants, mais pour éviter des critiques qu'elle jugeait trop acerbes contre le couple présidentiel. Et ça a bien été une loi utilisée pour brider la liberté d'expression. De la même manière, en ce moment, l'Union européenne essaie de faire passer chat control en disant c'est on scanne tous vos messages. C'est un truc qui est vraiment liberticide. C'est comme si la Poste ouvrait vos courriers avant de vous les livrer dans votre boîte aux lettres, et pour vérifier qu'il n'y a pas de contenu pédocriminel. Ça, c'est l'argument mis en avant officiellement. Sauf que les défenseurs de la liberté vous disent tous que l'impact, ce sera que pour l'immense majorité des gens qui n'ont pas à se reprocher quoi que ce soit, Dieu merci, en termes de pédocriminalité, ce sera simplement une mesure extrêmement liberticide. Donc là, on a la même chose. Je rappelle quand même une chose. Macron vient de sortir d'une tournée partout en province, tout l'automne. Il a été à Clermont-Ferrand, il a été à Marseille, il a été à Grenoble, il a été à Arras, il a été voir la PQR, presse quotidienne régionale, pour faire des grands débats, comme il sait le faire. Il n'y a pas de débat parce qu'il n'y a que lui qui parle, avec des invités triés sur le volet. Et il n'a parlé que des réseaux sociaux. Et il a parlé, en fait, sous couvert d'un intitulé qui était toujours le même. La démocratie à l'épreuve des réseaux sociaux et des algorithmes. C'était le nom officiel de ces réunions, qui plaidait pour notamment effectivement la mise en place de l'identité numérique pour se connecter, etc. Donc on voit bien qu'on n'était pas non plus du tout sur la thématique de la protection de l'enfance. On était sur la thématique électorale, des possibles ingérences, soi-disant russes ou je ne sais quoi, dans nos processus démocratiques, et sur le problème que font peser les réseaux sociaux, en particulier X, sur l'ingérence, la démocratie française, nous dit-on. Donc évidemment, cette loi, et d'ailleurs la Commission européenne a craché le morceau, ne vise pas à protéger les enfants. Elle vise à trouver un prétexte pour obliger tout le monde à passer à l'identité numérique européenne. Car dès que cette loi a été votée, vous avez le porte-parole de la Commission européenne qui a fait une conférence de presse pour dire 1. La France a le droit de voter cette loi. Merci monseigneur. 2. C'est nous et nous seuls, Commission européenne, qui allons nous occuper de la procédure de vérification de l'âge. Et pour cela, nous avons un instrument qui va devenir obligatoire, dit-il, avant la fin de l'année. Ce sera le portefeuille d'identité numérique européen, le UDI en langage bruxellois. Donc la boucle est bouclée. Donc c'est une volonté de brider un réseau sur lequel le narratif n'est pas maîtrisé par l'oligarchie, car il maîtrise les médias, mais il ne maîtrise pas les réseaux sociaux. Florian Philippot, Commission européenne, qui refuse au passage de réserver aux fournisseurs cloud européens une certification. C'est un autre sujet, mais c'est un paradoxe. Pour autant, je vous pose la question bête. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Vous êtes d'accord qu'il faut quand même protéger les mineurs. Est-ce que vous avez, vous, dans votre arsenal législatif ou administratif, une solution qui permettrait quand même de juguler ce fléau sans pour autant porter atteinte à la liberté que vous sentez menacée ? Ou est-ce que c'est inextricable ? Non. Alors il y a un vrai sujet, et je dis pas qu'il y a une solution forcément absolument évidente, mais il y a un sujet qui relève de l'éducation des enfants. Et moi, je suis partisan que l'éducation des enfants soit d'abord et avant tout de la responsabilité des parents. Car là, ça revient en fait à faire rentrer Orwell dans tous les foyers. On déresponsabilise les parents sur la question des réseaux sociaux et on leur dit on va vous mettre une interdiction. Oui. Ok.
Je rappelle que quand moi j'étais enfant, le problème qui se posait, c'était que les enfants passaient trop de temps devant la télévision, puis devant les jeux vidéo. On n'a pas eu de voix à l'époque pour dire il faut donc interdire les jeux vidéo, les consoles et les écrans de télévision au moins de 15 ans. Personne n'a même osé proposer cela. On a dit c'est pas facile à régler. Je sais que pour les parents c'est pas facile, mais c'est de la responsabilité des parents. On peut les aider, on peut faire en sorte que l'école, et ça j'y suis très favorable, bien avant même l'émergence des réseaux sociaux, j'ai toujours été favorable à ce qu'on retire les écrans des écoles. Vous voyez ? Et ça, je pense que l'école... Oui, on le sait. Claude Allègre avait eu cette phrase absolument, j'allais dire mortelle, en disant, vous allez voir, ça va être la révolution, c'est un fiasco. Là-dessus, on est d'accord. Donc, vous, ce que vous préconisez, c'est qu'on leur donne plus à relire du Marcel Pagnol et du Saint-Exupéry. Voilà, qu'on reprenne tout aux fondamentaux et que l'école fasse son boulot et on aura moins de... À l'école, vous devez avoir la craie, le tableau, le cahier, les livres, les manuels, le stylo, et c'est absolument le lieu où on doit préserver la civilisation de Gutenberg, de l'écrit, parce que on sait, effectivement, je dis pas qu'il n'y a pas un problème, mais quand les gamins passent leur vie à scroller sur TikTok des vidéos un peu débiles, non seulement ça les rend pas plus intelligents, mais ensuite ça leur pose d'énormes problèmes de capacité de concentration. Nous sommes bien d'accord. On n'arrive pas à se concentrer plus de 15 secondes. Et donc on n'arrive plus à lire des livres, on n'arrive plus à se concentrer sur un sujet, et c'est catastrophique. Donc la réalité, c'est que là, l'école doit se débarrasser de tous les écrans. Mais ça, j'y ai toujours été favorable. Et par ailleurs, laisser aux parents la responsabilité de l'éducation de leurs enfants. Simplement... À condition que les parents soient eux-mêmes éduqués, Florian Philippot. Ce qui aujourd'hui n'est pas... Après, ça va devenir un problème, c'est que ça va se reproduire. Mais la réalité, c'est que ici, je le redis, nous sommes sur un problème bien plus grave, qui est un problème lié à l'identité numérique européenne. C'est-à-dire que vous allez entrer dans une société orwellienne, vous serez tous sous identité numérique, fichés, surveillés, avec des connexions dans votre portefeuille entre les différents, si vous voulez, carnets. Enfin, il y a différents formulaires dans votre portefeuille d'identité numérique. Il y a votre état civil, mais il y a aussi vos données bancaires, il y a aussi vos données de votre carnet de santé. Florian Philippot, c'est déjà très 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 avancé. Hein. L'autre jour, je discutais avec mon épouse dans la voiture d'une marque de chauffage électrique pour la maison, et quelques secondes après, je recevais... vous allez me dire pure coïncidence, une proposition commerciale de chauffage électrique. Donc j'ai eu une frayeur. Ouais. Comme je parle quelquefois de vous, j'espère que vous n'êtes pas immédiatement renseigné sur les propos que je tiens à votre endroit. Non, pas encore. Pendant que je vous tiens, Florian Philippot. Ça veut dire qu'on va entrer dans une société, et ça a commencé, où on vous dira, bah écoutez, là vous êtes déconnecté, comme on dit, hein, parce que on va vous déconnecter, comme ils l'ont fait. Bah, c'est la même logique que le pass. C'est-à-dire que vous n'étiez pas pénalisé pour faire des choses illégales, vous étiez pénalisé pour faire des choses jugées non convenables. C'est tout à fait différent. Vous n'aviez aucune obligation de vous faire vacciner avec les passes. Mais si vous ne le faisiez pas, on vous interdisait les restaurants, les salles de sport, les trains, les avions, etc. Vous comprenez ? Là, c'est la même chose. Vous avez mis un tweet trop critique sur Macron, l'Union européenne, donc on va vous débrancher grâce à l'identité numérique. Vous n'aurez plus le droit de tweeter pendant un mois. Ça se fait en Iran et en Chine, donc... Donc arrêtons de donner des leçons à ces pays-là. Non, mais ça se fait déjà. Monsieur Jacques Beau, Monsieur Xavier Moreau, je vous rappelle qu'en décembre, ils ont été mis sous sanction européenne, privés de leur compte en banque, privés de déplacement, chose gravissime, privés de réseaux sociaux aussi, je crois, parce que ils ont dit des choses jugées non convenables sur la guerre d'Ukraine, même pas illégales. Les juges, on leur a dit c'est pas convenable, et donc on les a débranchés. C'est quasiment le retour de la lettre de cachet où on vous embastillait pour avoir tenu des propos qui sont désobligeants pour le roi. Florian Philippot, on va renvoyer, puisque vous êtes pour la lecture, on va renvoyer les auditeurs de Sud Radio à la lecture, ceux qui ne l'ont pas lu, de 1984 de George Orwell, où voilà, il dépeint il y a bien longtemps, parce que 84 il avait écrit bien longtemps avant, et il s'avère que cet ouvrage de science-fiction chaque jour se révèle un petit peu plus précis et un petit peu plus réel. Florian Philippot, merci d'avoir été avec nous. Je voulais vous faire réagir sur les frères musulmans et puis sur la droite française. On aura l'occasion de se revoir, je vous réinviterai, et puis on fera un topo de la situation de notre vie politique en France. Merci, à très bientôt Florian Philippot. La nomination d'une écologiste à la direction de l'Office français de la biodiversité provoque la colère dans le monde agricole. On en parle dans un instant avec le président de la coordination rurale, Bertrand Vantaux. Juste après les perles, appelez-nous en direct sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Valable dans les supermarchés ayant ce produit. Offre valable uniquement le 30 janvier. Pour votre santé, bougez plus.
Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. Le confinement des bovins lié à la dermatose nodulaire a été levé dans plusieurs départements. Perico ? Oui. Vous êtes là ? Je pensais que je suis là, mais je pensais que vous alliez finir votre phrase. Non, elle est terminée. Voilà. La salope, elle recule. Pardon ? La dermatose... la dermatose nodulaire contagieuse. Faut pas me regarder quand vous dites ça. Mais vraiment, j'aurais dû dire une saloperie. C'est vraiment une saloperie. On va savoir qu'elle est quand même, elle correspond à une certaine époque. Ça fait partie des maladies de la modernité globalisée. Elle a fait les ravages que l'on sait. Elle a amoindri encore affaibli, encore frappé notre agriculture si précieuse. Et bon, alors, de temps en temps, on vous donne des bonnes nouvelles. Elle serait en recul, effectivement. Et le ministère de l'Agriculture vient donc de lever les mesures de restriction pour plus de 500 départements du sud-ouest, aussi en Camargue. Voilà, alors on espère que c'est définitif. Alors il s'avère que les grands froids ont participé à ce recul. C'est rassurant, mais le printemps va revenir. On sait que ce sont des insectes qui véhiculent cette maladie, que les insectes, dès qu'il fait un petit peu plus doux, ils répondent et ils éclosent. Et voilà, on espère qu'elle est jugulée. On espère surtout que la vaccination, et c'est ça qui est à l'origine de cette mesure de réouverture, c'est la vaccination qui serait efficace après la période Covid avec les vaccins. Heureusement qu'on a les vaccins. Ne nous lassons jamais de le dire. Espérons que ces vaccins bovins qui combattent cette maladie seront efficaces et que notre élevage français, que l'élevage laitier, l'élevage à viande, qui est le fleuron de l'agriculture française, et surtout nos agriculteurs, nos paysans, on en discutera un petit peu tout à l'heure avec Bertrand Vantaux. Bertrand Vantaux, voilà. Ah ouais. Le ministre de l'économie Roland Lescure a validé seule la reprise d'un géant de l'aéronautique français par un groupe américain. Alors, c'est comme hier, la déclaration de Ségolène Royal en Algérie. J'ai vérifié. Alors bon, j'ai pas besoin de vérifier parce que c'est surtout toutes les unes, tous les plateaux radio et télé, mais on se demande, vous savez, les bras nous ont... Alors, on est manchots, là, vous et moi, depuis qu'on fait cette émission, parce que les bras nous tombent quelquefois 2-3 fois par semaine. Là, je dois dire, c'est totalement colossal, et je préférais que le ministre nous dise j'étais pas au courant, mon directeur de cabinet m'a fait signer un document, j'ai pas vu ce qu'il y avait. Je rappelle que Roland Lescure est ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, et le président de la République a voulu qu'il porte ce titre parce qu'on voulait affirmer la souveraineté de la France en matière énergétique et surtout en matière militaire. L'Europe aujourd'hui est à feu et à sang, entre guillemets, parce que face aux États-Unis, nous avons besoin justement de créer une défense européenne, notre souveraineté, de se rendre indépendant de l'armement américain, de relancer cette conscience européenne pour une souveraineté militaire. Et là, nous apprenons que monsieur Roland Lescure a autorisé la vente de LMB Aerospace. Ce sont des ventilateurs qui interviennent dans certains avions, les Rafale, le Charles de Gaulle, donc des armes essentielles. Eh bien, LMB Aerospace est vendu à l'américain Loar Group, malgré l'avis défavorable, parce qu'il consulte la direction générale de l'armement, la DGA. Elle dit non, il faut pas, c'est mauvais pour la France, c'est dangereux pour notre défense, et c'est contraire aux principes européens, surtout dans le débat actuel. Et vous avez Roland Lescure qui signe quand même cette vente. Voilà. Mais est-ce qu'il est l'homme des lobbies ? Je ne sais pas s'il touche quelque chose ou pas. Et je voudrais savoir, alors il y a un débat, il est interpellé, vous imaginez bien, partout, et puis aux instances. Mais comment il a pu seulement... Ils n'ont pas des conseillers aux communications. Je parle même pas de conseillers stratégiques. S'il a les mêmes conseillers que Bruno Le Maire, c'est sûr que digne successeur. Mais attendez, Maud, mais j'ai mal pour eux. Mais j'ai mal pour eux. Alors, j'ai mal à la France, évidemment, on a mal tout le monde. J'ai mal pour eux. Roland Lescure, qui vous donne des leçons de morale en permanence sur l'économie, sur cela. Le mec, il a signé, il a vendu LMB Aerospace à Loar Group. Bon, oui. Écoutez, il fait face. Là, on en est là. On n'est même pas par rapport à la responsabilité politique. On le met face à sa conscience. Oh, je pense qu'il va nous sortir un argument énarchique. Il y aura toujours quelque chose dans l'intérêt de la France, vous savez. Ça fait des biens. On est habitué. Il y a encore 18 mois à tirer avec ces gens-là. Pauvre France. C'est la preuve qu'on est un grand pays. Une grande nation. Avoir résisté 10 ans à ce discours, à ces fausses promesses et à ces orientations nocives, c'est la preuve que nous restons une grande et fière nation, ma chère Maud. Sujet celui-là.
le maire de Romans-sur-Isère, Marie-Hélène Toraval, la maire, il faut dire la maire, Marie-Hélène Toraval, a reçu des menaces de mort. Pourquoi est-ce qu'elle a été menacée de mort ? C'est devenu une constante. Marie-Hélène Toraval, devenue célèbre malgré elle après l'assassinat de Thomas Perotto à Crépol en 2023. Elle essuie depuis toutes sortes d'insultes, d'attaques parfaitement disproportionnées et surtout infondées, puisque son seul tort, c'est d'avoir appelé à une justice plus ferme, à plus de sécurité et à une ferme prise en main de l'immigration pour éviter que d'autres Thomas ne meurent poignardés par des sauvages. Alors cette fois, la maire de Romans-sur-Isère a reçu vendredi dernier dans la soirée un courrier contenant un message de mort. Tu parles encore une fois de Crépol et t'es morte. La preuve, selon elle, que la réalité du terrain continue visiblement de déranger. Une plainte a été déposée hier. Il faut se rappeler aussi que le 2 janvier 2024, elle avait déjà reçu un message via Instagram évoquant une rafale de Kalash ou décapitation. Un mois plus tard, un homme avait été condamné à 14 mois de prison, dont 8 mois fermes pour lui avoir envoyé un message la menaçant encore une fois de décapitation. Marie-Hélène Toraval ne se dégonfle pas pour autant. Élue une première fois en 2014, réélue en 2020 avec 53% des voix au second tour. Elle brigue un nouveau mandat. Eh oui, Crépol, il y avait c'était quoi une petite risque entre jeunes, c'est ça. Enfin, il y a eu une altercation qui a très 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 mal tourné quand même. Voilà, non, mais les autres veulent nous dire mais non pas du tout. Sur certains médias de grande audience, j'ai entendu mais non, c'est un fait divers. Oui, c'était du racisme, mais d'un côté et pas de l'autre. Enfin bref, il y a eu une réinterprétation de l'histoire quand même. Bon. Mais bon, on connaît Marie-Hélène Toraval, on l'a vu en première ligne, c'est quelqu'un qui a du cran et qui tiendra bon. Mais enfin, c'est quand même intéressant de signaler qu'on menace de mort parce que elle signale et toutes les histoires de mères qui se font tabasser, voire même tuer. On a eu quelques exemples ces dernières années pour des choses, mais des broutilles par moment. Oui. En France, en 2025-2026. We will drill, baby, drill. Alors qu'une proposition de loi vise à relancer les énergies fossiles en Outre-mer, le gouvernement annonce qu'il s'y opposera. Oui, ce sont les sénateurs qui veulent relancer l'exploitation des énergies fossiles, notamment en Guyane. Et là, le gouvernement vient de décider pas de forage pétrolier en Outre-mer. Alors ensuite, le gouvernement... alors pour le coup, c'est pas Roland Lescure. Ça aurait pu. Non, c'est Monique Barbu, qui est ministre de l'écologie et qui a dit plus jamais d'énergie fossile. Alors, on est bien d'accord, c'est un problème. Les énergies fossiles, c'est une énergie qui est contestée. C'est pour le moteur thermique. En même temps, on est toujours dans le même débat. On a besoin de notre souveraineté énergétique. On essaie d'éviter d'acheter du pétrole aux Russes ou aux autres, le gaz. Et là, on a sur notre territoire national, même si c'est pas la métropole, un potentiel d'exploitation pour essayer de résoudre ce problème. Eh bien, le gouvernement préfère, pour une raison idéologique, c'est son droit, ça le regarde. Il est investi par l'Assemblée nationale. Mais enfin, le débat mérite d'être ouvert. Voilà. Est-ce qu'il est bien justifié de dire terminé, on n'exploitera pas les énergies fossiles dont nous avons disposition, auxquelles nous avons accès dans les territoires d'outre-mer? Je ne sais pas si c'est politiquement très, très, très adroit et si nos compatriotes vont comprendre la subtilité de ces raisonnements. Il faudrait faire comme aux États-Unis, nommer quelqu'un pour se lâcher un peu la bureaucratie. Mais dès qu'on essaye de faire ça... Bernard Arnault s'en est de nouveau pris à la politique fiscale du gouvernement. Je suppose qu'il doit payer beaucoup d'impôts, même s'il optimise aussi. Enfin bon, on va pas ouvrir le débat maintenant. Non, il nous faudrait un petit moment pour en parler. Mais lors de la présentation des résultats annuels de son groupe, il a rappelé lui aussi que de temps en temps, il a mal à la France. On n'est pas content, Bernard Arnault. En présentant les résultats annuels de son groupe pour 2025, le patron de LVMH a de nouveau critiqué la politique fiscale de la France, qu'il accuse d'être contre les entreprises en cherchant à les taxer au maximum. Il faut dire que le numéro 1 mondial du luxe, qui a annoncé un bénéfice net en baisse de 13% en 2025 à 10,9 milliards d'euros, a notamment été pénalisé par la surtaxe exceptionnelle imposée en 2025 aux grandes entreprises au nom du redressement des finances publiques. Personne n'y échappe. La France, selon Bernard Arnault, cherche à taxer un maximum les entreprises et donc crée du chômage. À cela s'ajoute un contexte géopolitique redoutable pour les entreprises françaises, avec notamment la guerre commerciale lancée par Donald Trump. L'an dernier, Bernard Arnault avait déjà dénoncé la surtaxe exceptionnelle décidée par l'exécutif, comparée à une taxation du Made in France qui pousse à la délocalisation. Et franchement, on ne peut pas dire qu'il est complètement tort. Voilà. Et puis, la Commission ? Et la Commission refuse de réserver aux fournisseurs cloud européens une certification reconnue dans les 27 pays de l'Union. Oui, on abordait indirectement le sujet tout à l'heure avec Florian Philippot sur la souveraineté numérique. Donc, dans les
27 pays de l'Union, il y a une certification numérique qui accorde au pays une forme de protection relative. Hein. Et là, eh bien, la France ne pourra pas bénéficier de cette protection numérique. En gros, ça veut dire quoi? On essaie de résister aux GAFAM, de se protéger, on peut pas les interdire. On sait que le président Trump a dit, si vous touchez aux GAFAM, je vous fais 300% d'augmentation à la menace fiscale des droits de douane en permanence. Eh bien là, une fois de plus, on prouve que nous sommes non seulement sous un contrôle américain permanent, et ça rejoint aussi le débat des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Les GAFAM sont toujours derrière. Et là, lorsqu'on dit est-ce qu'on peut mettre un rempart, un peu comme cette société d'armement, eh bien on vous dit non, il n'y aura pas de rempart, c'est une atteinte au libre-échange, au principe de la liberté. Voilà, eh ben flûte, hein, je suis poilé, parce que tout à l'heure j'ai dit un gros mot. Non mais flûte. Et puis alors je tiens à vous rappeler que, Michel Sardou il va mourir un jour. Hein, arrêtez, c'est le surlendemain de l'anniversaire de Michel Sardou. Comme disait le général de Gaulle, je ne manquerai pas de mourir. Non, Michel Sardou est immortel, ça va pas bien. Mais si vous voulez fêter un anniversaire, vous qui êtes très cultivé, c'est le 391e anniversaire de la création de l'Académie française par Richelieu, le 26 janvier 1635. Vous voyez, je suis mono-anniversaire, moi. Vous voulez un anniversaire? Vous avez connu Pierre Tchernia, on vous en souvenez pas? Non. Eh ben, il était né un 26 janvier, voilà. Et Perico, autre information importante, c'est la journée internationale du couvre-chef. Oui, c'est pour ça vous l'avez rappelé quand je vous ai vu courir derrière Jean-Marie Bordry pour couvrir le chef avec une couverture. Oui, mais je voudrais vous voir avec quelque chose sur la tête. Voilà, vous avez le casque, hein, ceci dit. La tasse. Voilà. Merci Perico pour l'image. Voilà, ça restera. Vous restez bien avec nous sur Sud Radio. Nous allons recevoir dans un instant le président de la coordination rurale, Bertrand Vantaux, parler de la nomination de l'écologiste Anne Lestrate à la direction de l'Office français de la biodiversité qui provoque la colère du monde agricole. N'hésitez pas à nous appeler en direct 0826 300 300. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. La nomination de l'écologiste Anne Lestrate à la direction de l'Office français de la biodiversité, l'OFB, ne passe pas auprès des agriculteurs en raison de ses engagements militants, à tel point que le gouvernement a annoncé mardi l'ouverture d'une enquête administrative sur sa nomination. Pourquoi un tel rejet? On en parle avec le président de la coordination rurale, Bertrand Vantaux. Bonjour. Bonjour Bertrand Vantaux. Oui, c'est quand même. Alors on n'est pas une surprise près, une contradiction près. L'Office français de la biodiversité, c'est un organisme qui a le mérite d'exister. Et au moment où on est quand même en conflit avec le monde agricole, entre l'exécutif et le monde agricole, ça vous chatouille que ce soit Madame Amélie Lestrate, Anne Lestrate qui soit nommée à cette direction? Mais c'est pas que ça nous chatouille à la SR, c'est que c'est comme si on avait envoyé une bombe comme celle d'Hiroshima sur l'agriculture française. C'est une catastrophe. C'est une provocation. Donc pour vous c'est une provocation, presque. Mais c'est une provocation. Mais de toute façon, ce qui avait été dit lors du congrès, lors de mon élection du congrès à Auch, en disant qu'ils étaient en train de vouloir convier toutes les strates de décision. Mais regardez, on fait 2 mois de manifestation et on nous nomme le strat à la tête de l'OFB. Donc le message qui est envoyé, il est pas bon. Et en particulier, on dit on va ouvrir une enquête, mais il y a besoin d'ouvrir une enquête pour savoir qui a nommé Madame Lestrate à la tête de l'OFB. Là, c'est le deuxième. Ça veut dire qu'on se fout encore de nous, parce que tout le monde sait comment elle a été nommée et par qui. Il n'y a pas besoin de faire une enquête. Ça veut dire que aujourd'hui, le Premier ministre et la ministre de l'Agriculture doivent nous dire qui l'a nommée. Bertrand Vantaux, rappelez-nous qui est Anne Lestrate. Qu'est-ce que vous lui reprochez? En fait, elle a eu un passé engagé à Europe Écologie Les Verts. Elle est très proche d'Extinction Rebellion, qui est un mouvement et des soulèvements de la terre qui sont des mouvements entre guillemets un peu terroristes et qui sont anti-agriculture classique. Donc, elle a un passé lourd de militant écologiste. Elle a été engagée. Elle a même été élue à la mairie de Paris. Mais ça, c'est quelqu'un qui est profondément du lieu de l'écologie décroissante. C'est ça. Donc, le signal qu'on envoie aux agriculteurs pour leur dire on va essayer d'arrêter d'un peu de vous embêter et compagnie avec l'OFB, on nous envoie quelqu'un qui vient du milieu écologiste radical et pensée décroissante. Je ne vais pas me faire l'avocat du diable, Bertrand Vantaux, mais le domaine de la biodiversité, on va dire qu'elle est un petit peu chez elle, quelque part. Elle a quelques raisons d'être compétente. Elle n'est pas plus compétente que les agriculteurs pour faire de la biodiversité. Ce sont d'abord les agriculteurs, les forestiers et les propriétaires d'étangs qui sont aujourd'hui les fabricants de la biodiversité comme on la connaît aujourd'hui, qui sont capables de la conserver. C'est les gens qui viennent nous l'expliquer alors qu'ils ne savent pas ce que c'est que façonner du paysage, entretenir du paysage et surtout payer des impôts locaux sur des terres quand on est propriétaire ou quand on est fermier. C'est-à-dire aujourd'hui, le vrai sujet, c'est qu'on n'est plus maître chez nous en étant propriétaire de foncier avec des gens comme ça. Bertrand
Vantaux, expliquez-moi quel est l'impact de l'OFB, l'Office français de la biodiversité, sur l'agriculture française. C'est un organisme qui a un pouvoir de décision, d'orientation, dont vous avez besoin, vous, pour conduire vos exploitations agricoles? Alors, on n'a absolument pas besoin de l'OFB. L'OFB a surtout des missions de contrôle, des missions de police environnementale, c'est sa mission première, et c'est surtout, une fois de plus, un organisme qui devient un doublon d'État, qui coûte extrêmement cher, qui a s'il est mal piloté, peut être extrêmement néfaste à l'agriculture française et l'entraver de nombreuses fois. Je vais vous prendre un exemple très concret qui se passe aujourd'hui sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Vous aviez une entreprise de drainage qui s'appelle Cyr Drainage, qui a été perquisitionnée sur ordre du parquet de La Rochelle, et aujourd'hui vous avez 200 agents de l'OFB qui sont en train de venir regarder si les drains sont conformes ou pas des parcelles agricoles. Ils ont déployé 200 personnes pour voir sur des parcelles qui ont été drainées. Est-ce que vous imaginez si on mettait les mêmes moyens humains sur le narcotrafic ou la sécurité en zone rurale, les choses s'amélioreraient très très vite. Voilà. Donc il y a deux choses, il y a deux choix qui sont en train de se passer. Il y a l'écologie qui punit l'agriculture, on leur met tous les moyens de police nécessaires, et puis pour nous aider à encore produire, on n'a aucun moyen. Vous expliquez ça par la pression de quel intérêt économique ou politique? Vous pensez que la FNSEA serait derrière, ou elle-même n'est pas d'accord avec cette orientation de l'Office français de la biodiversité? Alors, je trouve la réponse. Alors, bien sûr, on a fait un communiqué de presse en demandant le positionnement dans le même sens que le nôtre, c'est-à-dire la démission ou du moins la radiation d'Anne Lestrate de la tête de l'OFB. Et puis, et donc on a fait un communiqué en demandant de se positionner. Et là, j'ai lu la réponse de la FNSEA, qui reprend pas les termes qu'on dit, qui sont, bien sûr, effectivement, ils sont pas contents. Mais elle a un malaise aussi, hein. Oui. Oui, non, mais non. Le problème qu'il y a, c'est que quand on regarde la composition du conseil d'administration de l'OFB, alors effectivement, c'est pas le monde agricole qui pèse le plus dans l'organisation, mais il y a un représentant de la FNSEA et il y a un représentant de Chambre d'agriculture de France. Donc la FNSEA, je suis quand même surpris, peut-être que c'est le cas, hein, je suis quand même surpris que la FNSEA n'ait pas été au courant de cette nomination en étant à l'intérieur du conseil d'administration. Donc voilà, moi ce que je demande en particulier à Arnaud Rousseau et Sébastien Windsor, qui est président de Chambre de France, c'est d'appuyer notre demande à ce que Madame Lestrate quitte l'OFB le plus rapidement possible. Bon, Bertrand Vantaux, vous avez vu qu'il y a quand même une réaction du gouvernement qui a été interpellée. Il essaie de savoir dans quelles conditions Madame Lestrate a été nommée. En tout cas, voilà, ils réagissent. Si vous voulez. C'est quand même assez surprenant qu'au plus haut niveau de l'État, on ne sache pas comment est nommée une directrice de l'OFB. Donc ça, je trouve ça assez surprenant. Mais en tout cas, effectivement, il faut qu'ils réagissent. Mais la meilleure réaction, ils peuvent nous apporter une réponse très claire. Ou alors ça veut dire, et c'est bien ce qu'on dit, nous à l'ACR, que les satellites de l'État dont font partie l'OFB, l'ANSES, l'Agence de services et de paiement, sont des choses qui sont totalement en liberté, gérées par eux-mêmes, recentrées sur eux-mêmes, en aucun cas sous l'autorité de l'État. Donc c'est extrêmement dangereux. Regardez ce qui vient de se passer à l'OFB. Il n'y a pas qu'à l'OFB que des gens comme ça sont en train de rentrer pour nous empêcher de produire et pour stigmatiser l'agriculture. Il n'y a pas que là. Et c'est bien ce qu'on demande depuis un moment, et c'était bien une des principales revendications, qui était de défaire les agences et les offices d'État qui sont des doublons qui coûtent cher et de les remettre sous les ministères de tutelle pour faire des économies. Et ces économies doivent aller à aider les agriculteurs qui vont mal et à redresser la France agricole. Nous sommes d'accord sur cette priorité. Bertrand Vantaux, puisque vous êtes là, je vous demande votre avis sur l'information qui signale que le gouvernement va donc lever les restrictions suite à la dermatose, au vaccin à la dermatose nodulaire. Donc 500 départements vont être évacués de la zone et vont être mis en normalité. C'est quelque chose qui vous rassure ou c'est pas totalement gagné? Je suis très inquiet sur la reprise virale dès la fin de l'hiver, début du printemps, qui risque de toucher d'autres départements et donc et continuer. Donc la dermatose risque de continuer à se répandre en France. C'est surtout ça qui m'inquiète, parce qu'on n'aura pas vacciné en amont que le virus soit là. Alors c'était facile de le faire en période hivernale. Donc est-ce que c'est une grande avancée? Non, parce qu'en fait ça veut dire que Annie Genevard ne s'est toujours pas prononcée sur un protocole qui pourrait être différent, c'est-à-dire où on arrête d'abattre des animaux pour rien. Et surtout, je ne sais pas comment la maladie, si elle repart, si le virus repart, va être maîtrisée aussi bien sur les territoires qui n'ont pas été encore touchés, c'est-à-dire au moins les 4/5 de la France, mais également sur les zones qui ont été juste vaccinées, en particulier la première, la Savoie, où qu'est-ce qui devient pour les éleveurs? Est-ce qu'ils revaccinent dès le printemps? Et puis il y a une autre question qui est toujours pas réglée sur la dermatose, c'est les animaux qui vont être en estive, en particulier dans le Massif central, mais aussi dans tous les massifs, mais en particulier ceux qui vont être en bordure
d'Italie et également d'Espagne. Qu'est-ce qui va se passer quand les troupeaux seront vaccinés d'un côté et pas de l'autre? Il y a beaucoup d'inquiétudes à avoir. Je suis très inquiet que Annie Genevard n'ait pas permis de vacciner toute la France avant le printemps. Je souhaite, mais vraiment je le souhaite, que le virus soit contenu. Mais s'il ne l'est pas, ça va être une catastrophe au printemps et elle aura des comptes à rendre sur la gestion de cette maladie. On aurait des moyens de le faire là où vraiment, s'il y avait une décision politique de passer à l'acte, on pourrait entamer une procédure de vaccination générale du cheptel bovin français? Mais bien évidemment que c'est possible, c'est qu'une volonté politique. Mais aujourd'hui, il faut pas se leurrer. Il y a un poids des exportateurs de bovins pour pas qu'on vaccine parce que ils gagneraient un peu moins sur une durée. Mais la vraie question, c'est la vraie question, elle est là. Donc, il y a une pression d'un certain monde économique pour pas qu'il y ait une vaccination, et on se cache derrière son petit doigt en disant, mais si on vaccine, on ne veut pas exporter. Mais l'Espagne vient de signer un protocole d'accord le 27 janvier, qu'ils aient vaccinés puissent rentrer en Espagne. Donc, c'est pas le problème. Il n'y a pas assez d'animaux à exporter. Donc, ils plieront. Il n'y a pas de souci. Il manque une volonté politique. Ce que dit la ministre de l'Agriculture, c'est je consulte, c'est pas à moi de trancher. Mais si, quand on est politique, on consulte et on tranche. Elle doit trancher. Elle n'a pas envie de trancher. Et ça, c'est extrêmement Mais vous savez, elle pénible, a consulté sur le Nutri-Score. C'est une ministre qui consulte énormément. Peut-être qu'un jour, elle passera à des actes plus prégnants. Bertrand Vantaux, merci pour votre témoignage et votre humeur. Hein. Je vois bien que vous êtes encore en colère et toujours vigilant. Et bien entendu, Sud Radio est toujours là à votre écoute pour avoir votre témoignage. À très bientôt, merci. Vous restez avec nous. Je vais recevoir Mathilde Touvier, directrice de recherche à l'INSERM. L'INSERM qui vient de publier un rapport très inquiétant, mais très important, très précis. Pour la première fois, on peut établir un lien évident entre la consommation de conservateurs et un risque accru de maladies graves, de cancer et de diabète de type 2. On va décrypter tout ça parce que c'est scientifique, c'est médical. Mais Mathilde Touvier est la personne la plus compétente aujourd'hui pour nous expliquer en quoi il faut faire très attention à ce que t'en mets dans notre assiette. À tout de suite. Vous nous appelez bien sûr au 0826 300 300. Emmanuel Galasso va recevoir vos appels. Vous êtes certainement concernés par la malbouffe, par les additifs, par les conservateurs, E232, 233 et compagnie. Vous avez des questions à poser. Mathilde Touvier est là pour vous les répondre. Elle le fera avec courage et pertinence. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Le face-à-face. Vous êtes bien sur Sud Radio et Perico Légas reçoit Mathilde Touvier. Nous allons parler d'un sujet essentiel qui nous concerne tous. Surtout les parents avec des enfants, mais tous les consommateurs français, les additifs, les produits industriels, les conservateurs, dans notre alimentation quotidienne, avec les incidences aujourd'hui avérées sur notre santé, un risque accru de cancer et de diabète de type 2. Mathilde Touvier est quelqu'un de très important. Je suis très heureux de vous recevoir. Très fier de vous recevoir. Le combat contre la malbouffe, c'est une grande partie de ma vie, de mon engagement professionnel et de ma vocation de journaliste. Et évidemment, j'en discute souvent avec des hommes politiques, avec des sociologues, avec des producteurs, avec des agriculteurs. Mais en discuter avec quelqu'un qui a des éléments scientifiques après avoir fait une étude, pour moi c'est essentiel parce que ça assoit le propos. Vous êtes directrice de l'équipe de recherche en épidémiologie parce que vous êtes docteur en épidémiologie au Grand INSERM. Voilà, nous avons reçu il y a quelque temps Serge Herkberg pour parler du Nutri-Score. On est dans la continuité de ce débat. Et là, les deux nouvelles études que vous avez publiées établissent une façon formelle un lien entre la consommation de conservateurs et un risque accru, je le disais à l'instant, de cancer et de diabète de type 2. Ces constats, Mathilde Touvier, on peut dire qu'ils sont scientifiquement avérés ? Alors, grâce à l'étude de Nutrinet Santé, sur un peu plus de 100 000 personnes de la population française chez qui on récolte depuis 2009 des données sur leur alimentation, leur mode de vie et évidemment leur état de santé, on a pu mesurer les expositions à ces additifs alimentaires ici que sont les conservateurs et étudier le lien avec le risque de diabète de type 2 et de cancer. C'est la première étude au monde à pouvoir faire ça puisqu'on collecte la première. La première, oui. Sur une plage aussi large, ça c'est. Oui, et puis
puis avec des données précises, c'est-à-dire que d'un produit à l'autre, d'un biscuit à l'autre ou d'un soda à l'autre, vous allez avoir une composition en additifs très différente. Et donc, pour aller dans le détail de ce que les gens ont consommé, il fallait bien qu'on collecte les noms commerciaux, les marques des produits consommés, ce que l'on fait depuis le départ. Et c'est la seule étude au monde qui a ce niveau de finesse et qui peut maintenant mesurer l'exposition aux additifs. Pour que les choses soient bien claires, Mathilde Touvier, vous disposez aujourd'hui, la science et la médecine indirectement, vous disposez de moyens, de protocoles techniques et technologiques de plus en plus fiables, de plus en plus performants pour aboutir à ce genre de résultats? Oui, cette étude-là permet vraiment de montrer donc les apports. Je parle des moyens. Des moyens, voilà. Ces études épidémiologiques là sont vraiment importantes parce que pour la première fois en vie réelle, avec les expositions de conservateurs, on peut montrer le lien avec le développement à plusieurs années d'écart de cancer ou de diabète. Évidemment, pour pouvoir conclure avec des niveaux de preuves forts, quand on dit par exemple que les charcuteries donnent le cancer colorectal ou que les fruits et légumes protègent contre certaines pathologies. Là, c'est issu de dizaines d'études épidémiologiques et d'études aussi au niveau expérimental chez l'animal. Ici, on est sur la première étude épidémiologique. Il faut reproduire ces résultats. Par contre, c'est intéressant de voir que les études qui ont pu être menées sur des cellules, sur des modèles animaux, donnent des pistes d'explication de mécanismes qui sous-tendent, qui supportent ces associations qu'on voit au niveau épidémiologique. Mathilde Touvier, on va faire un tout petit peu de pédagogie pour les gens qui nous écoutent, les auditeurs de Sud Radio. Qu'est-ce qu'un conservateur? Quel est son effet? À quoi sert-il? Pourquoi l'utilise-t-on dans l'agro-industrie? Alors, les conservateurs sont utilisés de manière vraiment très large dans l'industrie agroalimentaire pour préserver les aliments plus longtemps, pour les protéger par exemple de contamination microbiologique, de bactéries, de micro-organismes, ou pour éviter qu'ils s'oxydent. Donc ça va permettre à l'industrie agroalimentaire d'avoir des produits qui vont durer plus longtemps dans les rayons des supermarchés. Donc on est d'accord, c'est une prolongation commerciale, économique et financière de la DLV, la DLC, date limite de vente, date limite de consommation. C'est pour ne pas perdre trop d'argent. Alors, c'est ma conclusion, un des mais le but c'est ça. Sans ça, on n'en utiliserait pas. C'est vrai. Petite nuance quand même, parce qu'on étudie nous tous les additifs, pas que les conservateurs. Sur d'autres additifs comme les colorants, les édulcorants, les émulsifiants, là on est purement dans le cosmétique, entre guillemets. Ça veut dire aucun intérêt pour la santé des consommateurs, c'est vraiment seulement pour rendre le produit plus attractif, pour donner le goût, la couleur, la texture, pour donner envie d'en consommer. De la sensation artificielle. En tout cas, pour donner envie d'en acheter plus. Avec un produit de synthèse, on est d'accord. Oui, totalement. Ça peut être aussi un arôme naturel quelquefois. On est dans des produits dits ultra transformés. Par contre, les conservateurs, il y a quand même un ratio bénéfice-risque, c'est-à-dire qu'ils nous protègent quand même d'une certaine manière contre des contaminations pour certains ou des mécanismes d'oxydation, mais il faut aussi avouer qu'ils font gagner beaucoup d'argent aux industriels en permettant d'avoir des DLC plus éloignés. Donc c'est un groupe un petit peu plus entre les deux en question de rapport bénéfice-risque par rapport aux consommateurs. Alors ne confondons pas l'aseptisation ou la pasteurisation qui fait que l'on tue toute vie organique à l'intérieur d'un produit pour prolonger sa longévité, parce que s'il n'y a pas de vie intérieure. Donc, on peut dire qu'un produit industriel, pour moi, spécialiste d'alimentation, c'est un produit mort, puisqu'il a été neutralisé. Un lait totalement pasteurisé n'a rien à voir avec un lait cru ou un lait frais. C'est une protection du consommateur, je le conviens. Ensuite, on peut passer à un stade suivant sur des plats transformés, où on va ajouter alors l'univers des additifs, alors les colorants, les conservateurs, les protecteurs. On voit bien d'ailleurs, on peut dire qu'en France, la réglementation est assez exigeante. Tout ça est indiqué sur le conditionnement? Alors, on a la chance, ça se joue au niveau européen, cette réglementation qui fait que les industriels sont obligés de mettre dans la liste des ingrédients sur les emballages les additifs qui ont été utilisés. C'est ce qui d'ailleurs nous permet de faire ce type de projet de recherche. Maintenant, on aimerait qu'ils aillent encore plus loin, qu'ils nous donnent les doses aussi qu'ils ont utilisées, puisque ça, ils nous le disent pas, les auxiliaires technologiques qu'ils ne sont pas obligés de déclarer. Donc, il y a encore des progrès à faire dans cette réglementation. Ça, c'est vous qui les trouvez vous-même avec vos instruments de mesure. Est-ce que vous constatez quelquefois que vous trouvez des substances qui n'ont pas été indiquées et qui devraient l'être? Alors, on ne fait pas ce genre de recherche, donc c'est vraiment du ressort de la DGCCRF, par exemple, de faire ça. Mais par contre, oui, ça a été Alors, finalement... elle peut vous consulter en disant, la DGCCRF peut vous dire, voilà, on a un produit, on a un doute, est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a telle ou telle substance dedans? Vous êtes habilité à le faire, ça peut arriver? Non, nous, on ne fait pas directement de dosage nous-mêmes dans les aliments, on utilise justement plutôt des dosages que la DGCCRF a pu faire ou d'autres laboratoires pour nous quantifier les doses d'additifs dans les aliments. D'accord. Alors, Mathilde Touvier, pour être plus précis, c'est l'univers des E. Alors, tout est en E,
On va pas tous les citer. Il y en a combien? Je crois que on est sur 1000 ou 2000 références de. Alors, 330 additifs autorisés. Et ensuite, il y a les Après, les arômes, par exemple, ne sont pas des additifs, ça vient en plus. Donc, il y a plein d'autres substances. Pourquoi la lettre E? Il y a une signification technique? Je pense que c'est le code européen. Voilà, par exemple, aux États-Unis, il n'y aura pas marqué E sur l'emballage, mais ça peut être des additifs en commun. Est-ce qu'à partir du moment où il y a E, faut se méfier, ou il y a des E qui sont moins inquiétants que d'autres? Alors, tous les additifs, avant d'être mis sur le marché, sont évalués par l'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA. Donc, en théorie, à partir du moment où ils sont sur le marché, l'EFSA dit il n'y a pas de problème. Sauf que ces évaluations, jusqu'à présent, sont faites sur des paramètres de santé vraiment très pointus. La cytotoxicité, génotoxicité, ce sont des choses importantes à vérifier. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de problème là-dessus qu'il n'y en aura pas sur le métabolisme, sur le microbiote intestinal, sur le risque de cancer ou de diabète à long terme. Et par ailleurs, les effets des mélanges, les effets cocktails de tous ces additifs qu'on ingère ne sont pas non plus pris en compte dans les études actuelles d'évaluation. Donc, les additifs sont sur le marché. Ce n'est pas parce qu'ils sont sur le marché qu'ils sont forcément sûrs. Ce n'est pas parce qu'il y a un E quelque chose que c'est forcément dangereux. Mais globalement, quand même, il y a de plus en plus de signaux. Des signaux qui viennent de l'étude Nutrinet Santé ou qui viennent d'études sur le microbiote, d'études expérimentales, qui font que dans le programme national nutrition santé, on a maintenant une recommandation officielle qui est essayer de limiter les aliments ultra transformés, privilégier le pas ou peu transformé pour limiter l'exposition à ces additifs dont on pourrait se passer. Alors les organismes de contrôle, l'EFSA en Europe, l'ANSES en France, qui compose ces organismes et qui nomme les responsables et les membres de ces organismes? Ces organismes sont des organismes d'évaluation, oui. Donc ils n'ont pas la gestion à faire, hein, ils évaluent simplement le risque. Mais qui les nomme? Qui les crée, qui les nomme? C'est une instance politique? Il y a plusieurs tutelles à ces agences-là. L'EFSA, par exemple. L'EFSA est nommée par qui? Par la Commission de Bruxelles? Oui, enfin en tout cas, dépend de la Direction Générale Santé Consommation. Et ces membres sont nommés par la Commission de Bruxelles. Donc il y a quand même, à un moment donné, une intervention politique, je veux dire, un paramètre. Complètement. De toute façon, alors notamment la grosse intervention politique, c'est aussi derrière, qu'est-ce qu'ils font de ces éléments? Puisque par exemple, on n'est pas dans les conservateurs, on est dans les édulcorants, mais l'aspartame a été classé, reconnu comme cancérigène possible pour l'homme par le Centre international de recherche contre le cancer de l'OMS en 2023. Les nitrites ont été reconnus cancérigènes, là aussi par l'ANSES. Qu'est-ce qui est fait ensuite politiquement derrière pour soit éliminer des substances du marché ou réduire les doses autorisées? C'est là où les pouvoirs publics ont un gros... Je vous prends au mot de façon ironique, ils sont évidemment totalement interdits, on n'en trouve plus un seul. Non, justement. Ce n'est pas le cas. Voilà, même quand il y a des signaux comme ça, ou voire même des expertises collectives, pour le cas de l'aspartame ou des nitrites qui reconnaissent des risques potentiels, non, ces substances sont toujours sur le marché, donc ce qui pose la question là, d'aller un peu plus loin dans la réglementation pour la protection des consommateurs. En France, l'organisme, c'est l'ANSES, c'est à laquelle vous vous référez le plus souvent, que vous consultez ou qui vous consulte? Oui. L'ANSES, oui. Après, pour la régulation des additifs, c'est vraiment au niveau européen que ça se joue plus qu'au niveau national. D'accord, ça dépend directement de Bruxelles, entre guillemets. Quel est le rôle de l'ANSES en France? C'est l'Agence nationale de la sécurité alimentaire, on peut dire. Elle est efficace, elle est présente, elle est active? L'ANSES va rendre des avis sur différents dossiers, donc pas forcément justement sur la dangerosité ou non de certains additifs, puisque ça c'est l'EFSA, son homologue européen qui gère. Par contre, ils vont rendre des avis sur d'autres sujets, pesticides ou d'autres thématiques. Des avis, c'est pas le Conseil constitutionnel. Non. Elle décide pas, elle donne un avis et l'autorité politique public prend ou ne prend pas. Ouais. Nous sommes avec Mathilde Touvier, directrice de l'équipe de recherche de l'INSERM, qui a publié ces deux études établissant l'association entre la consommation de conservateurs et des risques accrus de maladies graves. Vous nous appelez au 0826 300 300, qui que vous soyez, parents, enfants, consommateurs. La malbouffe est aujourd'hui, sans doute, avec d'autres thèmes sur la sécurité et l'immigration, un sujet qui nous inquiète, qui nous concerne. C'est lié à notre monde agricole, à notre patrimoine alimentaire. C'est un sujet profondément politique, mais en même temps, c'est la vie de tous les jours. Donc, je suis persuadé qu'à Sud Radio, vous êtes intéressés, vous nous appelez au 0826 300 300. Emmanuel Galasso vous prendra vos appels et Mathilde Touvier répondra avec précision. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états.
Vous êtes très bien sur Sud Radio parce que je reçois Mathilde Touvier, directrice de recherche à l'INSERM qui vient de publier 2 études suggérant une association entre la consommation, établissant, on va être plus précis, entre les additifs, notamment les conservateurs, et un risque accru, c'est pas à 100%, mais c'est un risque accru de maladies graves, notamment le cancer et le diabète de type 2. Voilà. En tout cas, on sait que les additifs, l'immense univers des additifs avec les plus de 300. Il n'y a pas de mystère. Hein. Quand on vous dit, vous laissez ça au chaud et vous le gardez 2, 3, 4, 6 mois, il n'y a pas de mystère par rapport à un légume frais ou un morceau de viande fraîche qui dépérit en quelques jours. On se doute bien que les astuces de la technologie, de la science agro-industrielle est pas forcément bonne pour la santé. Mathilde Touvier, concrètement, ces conservateurs dont vous nous avez expliqué qu'ils sont là pour prolonger la date de vente, donc c'est pour ne pas perdre d'argent, l'agroalimentaire, et surtout la grande distribution qui n'a pas envie de jeter les produits. Quand la DLV est terminée, faut le jeter, donc on n'a pas envie de jeter, on prolonge la vie. Le conservateur, quelle est l'incidence sur la santé? Ça attaque quoi? Un mauvais conservateur, il s'en prend à quelle partie de notre organisme? Alors, pour l'instant, ce que nous avons exploré dans Nutrinet Santé, ce sont les liens entre l'exposition à ces conservateurs largement consommés et le risque de cancer, d'une part, donc au global, cancer du sein, cancer de la prostate, principalement, et de diabète de type 2. Nous sommes en train de continuer d'autres recherches sur les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, donc on continuera à publier des résultats dans les mois qui viennent. Pour l'instant, nous avons mis en évidence des associations entre l'exposition à certains de ces conservateurs et un risque, une incidence plus élevée de cancer au global ou du sein ou de la prostate, qui sont les cancers les plus fréquents dans notre corps. Vous communiquez des chiffres très précis au cours de la période du suivi, donc de 2009 à 2023. 4226 participants sur les 105 260 participants de cette étude ont reçu un diagnostic de cancer. On reçoit un diagnostic, je vois la formule, dont 1208 cancers du sein, 508 cancers de la prostate, 352 cancers colorectaux et 2158 autres types de cancers. On peut être aussi précis que ça? Oui, de la participation à cette étude requiert donc de remplir régulièrement des questionnaires sur l'état de santé, sur le diagnostic de ces pathologies. Et nous, on a des médecins dans l'équipe ensuite qui vont valider chacun des cas, chacune des déclarations des participants. On a aussi des liens avec les bases médico-administratives de l'assurance maladie qui permettent vraiment d'avoir ces informations-là et ensuite de pouvoir voir, parmi ceux qui ont consommé plus de conservateurs, est-ce qu'ils ont plus une probabilité, un risque plus élevé de développer ces maladies au fil du temps. Vous précisez d'ailleurs que la consommation totale de conservateurs non antioxydants était associée à une incidence accrue de cancer au global et de cancer du sein spécifiquement, et que sur les 17 conservateurs étudiés individuellement, 11 n'étaient pas associés à l'incidence de cancer. Vous êtes très clair, tous ne sont pas nocifs, mais enfin voilà, 11 sur 17, ça veut donc dire qu'il y en avait quand même 6 qui étaient plus dangereux. Alors, la consommation, la fréquence, bien entendu. On parle toujours ici, est-ce que vous consommez des produits industriels, agro-industriels, transformés, on peut dire des plats cuisinés, est-ce que c'est de temps en temps? Le problème, vous allez me dire, c'est la fréquence, c'est la répétition, et à la fin de l'année, le bilan, le cocktail nutritionnel, vous en avez ingurgité, vous avez amassé pendant 365 jours, combien en gros de ces conservateurs, de ces toxines? Le calcul peut être fait comme ça ou non? L'incidence, oui. Et c'est vraiment très important de le présenter comme ça. Et il faut aussi refaire tomber la pression un peu chez les consommateurs. C'est pas parce que de temps en temps on va manger un produit avec certains additifs, qu'on aura tout de suite un cancer le lendemain. On parle vraiment de consommation habituelle, récurrente. Et donc là, d'ailleurs, dans cette étude, tous les 6 mois, les participants sont invités à renseigner leurs enregistrements alimentaires de 24 heures. Et donc, on a vraiment des données sur plusieurs années de ces consommations. Donc là, on parle vraiment d'habitudes récurrentes de consommation qui peuvent donner lieu potentiellement à des problèmes de santé. Mathilde Touvier, je vais venir un tout petit peu au secours du lobby agro-industriel. Je vais vous poser la question fatidique. Et si on décidait demain de supprimer la totalité des conservateurs et des additifs, plus rien que le produit naturel,
on pourrait pas nourrir l'humanité telle qu'elle est aujourd'hui. Est-ce qu'on peut présenter le problème comme ça? Ça serait une telle révolution des mœurs. Un peu. Oui. Alors déjà sur les conservateurs, encore une fois, on est vraiment quand même dans une considération bénéfice-risque. Si du jour au lendemain on enlevait tous les conservateurs, sans autre solution, enfin, il faut être prudent sur les contaminations, etc. Zéro conservateur, c'est pas viable, on est d'accord. En tout cas, ça nécessite des changements de mode de conservation, de filières de production, etc. Donc c'est à faire avec plus de prudence que enlever des colorants, par exemple, ou certains texturants. On ne met pas en danger la santé des consommateurs si on fait ça. Donc c'est un petit peu plus en demi-teinte. Après, honnêtement, dans un même rayon, pour la plupart des produits, vous voyez qu'il y a des alternatives. Vous voyez que les industriels savent faire sans les additifs en question. Donc c'est que quand même, s'ils veulent, ils peuvent aller encore nettement plus loin dans l'éviction de ces additifs. On va revenir tout à l'heure sur les nitrates et les nitrites. Le député Richard Amos qui s'est battu pour les nitrites dans le jambon, et on voit bien qu'aujourd'hui vous avez des grandes marques, je vais les citer, Fleury-Michon, Erta, Badrange, vous avez jambon sans nitrite remplacé par autre chose. Comme quoi il y a toujours une solution. Mathilde Touvier, nous avons Sonia qui nous appelle de Sainte-Maure-des-Fossés. Bonjour Sonia. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous consommez beaucoup de conservateurs, Sonia? Écoutez, malgré moi. Moi aussi. Mais je voulais juste interpeller notamment sur les sodas et le fait que, moi, je me suis rendu compte, malgré moi, j'avais consommé de l'aspartame, parce que maintenant, l'étiquetage est vraiment faussé. Avant, on avait des... on dit light. Avant, non, on dit plus light. C'est fini. Ça. Oui, mais c'était la façon de ne pas dire à ce qu'on disait. Voilà, justement. Et il n'y a plus d'obligation de le mettre sur l'étiquette au recto. Donc, où c'est écrit en tout petit. Et donc, c'est quand même la cible préférée des enfants. Et moi, je me suis fait avoir plusieurs fois. Et en goûtant, je me suis dit, mais là, c'est pas du sucre. Et quand on connaît les dégâts, moi, j'avais rapporté aux 60 millions de consommateurs qui avaient fait un article là-dessus, en disant, faut quand même alerter, quoi. Ça crée des cancers du côlon et puis sûrement d'autres choses. C'est pas parce que c'est allégeant que c'est forcément. Et moi qui ai un terrain allergique, je le vois tout de suite. Quand j'ai mangé un truc où il y a beaucoup de choses en trop surtout dans les nouvelles recettes, on se retrouve avec des additifs qu'on n'avait pas avant. On se dit pourquoi. Et moi, je sais que le lendemain, je vais pas être bien, je vais avoir des réactions allergiques, des choses comme ça. Et en parallèle, quand on soigne avec des plantes, on se rend compte là, par exemple, moi, je me soigne avec des traitements pour les plantes. Et là, je veux pas renouveler, par exemple, mon traitement, parce qu'on interdit des plantes naturelles qui font du bien, qui font pas de mal. Donc on se demande où on va. Mathilde Touvier, l'aspartame, attention. Oui, alors effectivement, on est obligé, les industriels sont obligés de mettre dans la liste d'ingrédients s'ils utilisent ce type d'édulcorant. En France, les plus utilisés, c'est l'aspartame, l'acésulfame K ou acésulfame potassium. Donc ces deux-là, on les trouve dans une célèbre marque de soda au cola, ou bien la version light ou la version 0, ou bien il y a du sucralose aussi. Et donc ça, c'est la fameuse saccharine ancienne ou non? Oui, c'est cette famille-là, quoi. Oui. Sucralose, c'est vraiment un édulcorant qui est utilisé, mais vraiment beaucoup moins que aspartame, acésulfame, potassium. Et en fait, l'industriel, là où c'est un petit peu compliqué pour les consommateurs, c'est que il a le choix soit de marquer en toutes lettres aspartame ou acésulfame, potassium, soit de mettre E950, E951. Et là, c'est plus compliqué de se dire, est-ce que c'est un édulcorant? Est-ce que c'est ça dont j'ai entendu parler quand le LIARC, le cirque, a rendu son avis sur aspartame potentiellement cancérigène? Et donc, de jouer sur l'un ou l'autre, ça complique pour le consommateur l'information. Sonia, vous restez avec nous, surtout vous ne partez pas. On est avec Mathilde Touvier. Vous nous appelez au 0826 300 300 parce que vous êtes tous concernés par la malbouffe, surtout par les adjuvants, les additifs, les conservateurs. C'est une question, je sais que c'est une question qui vous taraude, et Mathilde Touvier est là pour décrypter les enjeux. Voilà, en quoi ça consiste et comment un peu éviter de faire des erreurs nutritionnelles, parce qu'aujourd'hui on a quand même les moyens de bien manger malgré une malbouffe prégnante. Vous restez avec nous et vous appelez Emmanuel Galasso au 0826 300 300. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Vous êtes sur Sud Radio. Perico Légas reçoit Mathilde Touvier, directrice de recherche à l'INSARM, à partir de cette étude sur la nocivité de certains conservateurs qui engendrent des maladies graves comme le cancer et le diabète. Et nous sommes en ligne avec Sonia qui disait qu'elle-même, elle se sent quelquefois
présentent des allergies aux conservateurs. Sonia, vous avez été traitée pour ça? Vous avez des pathologies très précises? Oui, j'ai et l'allopathie et je me soigne aussi avec des médecines douces en parallèle pour justement ne pas faire trop de crises. Et là, je viens d'apprendre qu'on interdisait des choses, donc ça me met en colère parce qu'on essaye aussi d'avoir une santé à peu près correcte, quoi, avec la société dans laquelle on est et le mode de consommation qu'on a. Alors après, moi, je cuisine beaucoup, je vais dans les fermes. Ah ben c'est le meilleur, voilà, c'est la meilleure thérapie, hein. Ouais. Faire la cuisine à la maison avec des produits frais, ça reste la meilleure. Nos agriculteurs et je veux rassurer le budget. Moi, j'ai pas forcément un gros budget et j'arrive quand même à trouver des produits et des fois c'est beaucoup moins cher. Donc Sonia, ce qui vous titille le plus, c'est que les produits nocifs, ils sont pas forcément interdits. Par contre, les produits qui peuvent apporter des solutions d'une amélioration de la santé sont pas forcément autorisés. Hein. C'est un petit peu ça qui vous... Là, par exemple, j'ai voulu faire renouveler mon traitement. Il y a une plante qui est plus autorisée, donc je peux pas l'avoir dans mon traitement, qui est très importante. En fait, par exemple, moi, c'est tout ce qui est voie respiratoire et tout, j'y ai plus droit. Mathilde Touvier, quand on a une étude aussi précise que la vôtre, avec vous désignez précisément les molécules concernées, les sorbates, les sulfites, les nitrites de sodium, les acétates, est-ce qu'il se peut qu'à un moment donné, vous arriviez à une conclusion qui fait que les pouvoirs publics peuvent interdire la substance en question dans la préparation de certains aliments, demander à l'agro-industrie de ne pas utiliser, de ne pas recourir à ce genre de produits chimiques? Alors, tout à fait, ça peut être l'objectif, mais en tout cas, tout ça repasse par une réévaluation par expertise collective, et là en l'occurrence pour nous c'est par l'EFSA ou à la FDA aux États-Unis, qui va refaire la synthèse de toute la littérature scientifique qui existe et qui va prendre en compte ces nouvelles données, celles que nous produisons nous, celles que nos collègues produisent sur l'impact sur le microbiote intestinal. Il y a 20 ans, il n'y avait pas ces éléments-là. Donc tout ça, il faut reprendre en compte ces nouvelles recherches, ces nouveaux signaux qui sont sortis pour réévaluer la sécurité de ces additifs, prendre en compte aussi le fait qu'on mange pas un additif un par un. On va manger des mélanges d'additifs dont ils peuvent avoir des effets cocktails, des choses qui surviennent quand on le mange en mélange et qui n'étaient pas tout seul. Tout ça, c'est pas du tout pris en compte pour l'instant. Et donc tout ça mérite réévaluation. Si tout ça est confirmé, effectivement, l'objectif va être d'agir au niveau réglementaire pour interdire certaines substances ou baisser les doses autorisées. Parce que pour rebondir sur... ce que disait Sonia, oui. C'est très important, c'est-à-dire qu'il y a les conseils qu'on peut donner aux consommateurs, essayer de manger pas ou peu transformé, de faire la cuisine avec des produits frais, etc. Tout ça c'est très important, mais ce qu'il faut quand même, c'est agir au niveau politique pour que l'offre soit meilleure, plus favorable à la santé. Il y a la question de l'argent aussi qui a été évoquée. Il faudrait que les produits les moins chers sur le marché, ce soit ceux avec un bon Nutri-Score, donc un bon profil nutritionnel, on va y revenir. Pas ou peu transformés, bio si possible. Une fois que ça va devenir les moins chers, ça deviendra les choix par défaut. Et le consommateur n'aura pas besoin de se prendre la tête à essayer de regarder lesquels produits sont les meilleurs pour la santé. Tout est là, tout est là. Alors pour autant, la réévaluation n'aboutira jamais qu'à un avis émis par ces organismes qui sont consultés par le pouvoir politique, mais qui n'ont pas obligation d'application. Ça, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est voilà. Et on reviendra tout à l'heure sur le Nutri-Score, doit-il être obligatoire ou pas. On a vu que à l'Assemblée, il a été adopté en un premier temps et repoussé en un deuxième, et il s'agit bien de la santé publique, et on voit bien le poids des lobbies. Nous avons Sylvie qui nous appelle de Nîmes. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour. Alors, est-ce que vous mettez un peu de conservateur dans vos soupes et dans vos omelettes quand vous les préparez à la maison? Je plaisante. J'essaie d'être raisonnable, mais c'est pas toujours facile. Bien sûr. Je vous écoute. Voilà. Alors, je n'appelle pas pour un conservateur, mais pour un produit dont on m'a parlé qui s'appelle Lexane, Hexane, qui sert dans l'extraction des huiles et qui se retrouve aussi dans les tourteaux qu'on donne au bétail et qui serait, moi je suis pas du tout spécialiste, cancérigène, mais dont l'inscription ne serait pas obligatoire sur les produits, alors que c'est apparemment un produit toxique.
Est-ce qu'on a des informations sur l'hexane? Mathilde Touvier, vous avez entendu parler de l'hexane? Oui, l'hexane, donc c'est un auxiliaire technologique qui est effectivement utilisé par l'industrie pour faciliter l'extraction et la préparation des huiles, par exemple, exactement comme vous le disiez. Alors, contrairement aux additifs alimentaires qui, d'un point de vue réglementaire, doivent apparaître obligatoirement dans la liste d'ingrédients sur les emballages, les auxiliaires technologiques qui sont théoriquement utilisés pendant le mode de production, mais ensuite qui ne sont pas censés se retrouver dans le produit fini, eh bien ceux-là ne sont pas étiquetés. Il n'y a aucune obligation de la part des industriels de donner cette information. Le problème, c'est que, on le voit sur cet exemple, et il y en a d'autres, en fait, on retrouve des traces parfois pas négligeables de ces auxiliaires technologiques dans le produit fini. Et ça, pour le consommateur, c'est une boîte noire. Pour la recherche aussi, puisqu'on n'a aucun moyen de savoir, nous, les participants de nos études, est-ce qu'ils sont ou non exposés. Et donc, il y a vraiment un progrès à faire au niveau réglementaire pour plus de transparence de la part des producteurs, des industriels, pour pouvoir évaluer correctement les risques possibles de ces substances. Et c'est là où on est confronté à un principe de réalité. Si l'agro-industrie ne peut pas recourir à ces produits-là, elle est obligée de faire d'une production plus fragile, qui dure moins longtemps. Voilà. Donc il y a un enjeu économique énorme, ce qui engendre l'intervention des lobbies à ce niveau-là. Quand on va parler du Nutri-Score, on va voir en quoi. Je voudrais venir sur le terrain de façon plus précisément avec les substances que vous avez évoquées dans cette étude, rechercher les sorbates, les sulfites, le nitrite de sodium et les acétates. Ces quatre-là sont les quatre principaux agents qui engendrent les pathologies détestables ou non? Alors, moi, à chaque fois, je n'emploie pas les termes engendrés enfin voilà, c'est de ce que nous voit nous ces associations. Je vais très précis. Moi, je suis en train de dire que ça provoque. Oui. Voilà, vous me demandez d'être prudent. On a constaté qu'il y a une corrélation entre l'usage de ces sorbates, de ces sulfites, de ces nitrites de sodium et de ces acétates et la manifestation de certaines pathologies. Je voudrais pas être technique, mais je voudrais rester précis. On n'est pas dans un règlement de compte, on est dans l'information du public et du consommateur. Vous avez fait un travail exemplaire, admirable. C'est la première fois dans le monde qu'on a cette étude parce que vous disposez enfin des moyens qui vous permettent de mesurer la nocivité. Là, je parle de nocivité. Et vous êtes prudente. On constate que trop d'abus de cette substance peut, à un moment donné, aboutir à telle pathologie. On va aller prendre les sorbates en particulier, le sorbate de potassium. Qu'est-ce qu'il a de méchant, lui? Alors, effectivement, ça fait partie des additifs pour lesquels on a vu, à la fois dans l'étude sur les cancers et aussi dans l'étude sur le diabète de type 2, des associations avec une augmentation de l'incidence. C'était aussi le cas, en effet, des nitrites, métabisulfite de potassium aussi, donc un des types. Alors, où est-ce qu'on les trouve? Le sorbate, par exemple, celui-là, on le trouve où? Alors, ceux-là, on les trouve de manière assez répandue dans plein de groupes d'aliments différents. Et sournoises, j'allais dire, quelque part. Oui, parfois. Alors, parfois, ça peut être dans des aliments où déjà, d'un point de vue malbouffe, profil nutritionnel, gras, sucré, etc. On s'en méfiait déjà. Donc dans des produits de pâtisserie industrielle, dans des biscuits, etc. Mais parfois, on trouve aussi de ces conservateurs dans des préparations à base de légumes ou de produits céréaliers ou de certains produits laitiers où on se disait pas à la base qu'il y avait forcément un problème. En tout cas, d'un point de vue nutritionnel, on s'était dit bon, ça a l'air plutôt correct. Après, il y a d'autres conservateurs où là, ils sont vraiment plus spécifiques de groupes d'aliments particuliers. Les nitrites dans les charcuteries, pareil pour l'érythorbate de sodium. J'allais passer aux sulfites, les sulfites également. Nitrite de sodium, on l'a vu dans la polémique au Parlement dans les jambons, notamment le jambon, avec une incidence chiffrée. L'ANSES, le professeur Axel Kahn l'avait dit, c'est entre 4, 5 à 6 000 morts par an. C'est établi. Et finalement, on n'arrive pas à prendre la mesure et on reporte à 2025 puis 2035 par petits bouts 20%. C'est hallucinant. Tandis qu'on se donne l'autorisation de provoquer la mort de consommateurs parce qu'on estime qu'économiquement on peut pas prendre, je raccourcis, mais enfin on en est là. Et puis les acétates, voilà, là aussi, tout ça peut provoquer le développement de certains cancers. Oui. En tout cas, voilà, nous on voit ces associations et des collègues au niveau expérimentales sur des cellules, des modèles animaux, ont montré des mécanismes qui relient certains de ces conservateurs à, par exemple, de l'insulino-résistance. C'est un mécanisme qui va favoriser l'apparition de diabète. Voilà, on va se taire du diabète de type 2. Enfin, du diabète de type 2, absolument. Il peut y avoir aussi des études qui montraient des perturbations de notre microbiote intestinal. Ce sont ces bactéries qui peuplent notre intestin et qui nous aident à digérer les aliments, qui a plein d'impacts positifs. Mais lorsque ce microbiote
microbiote est perturbé, ça peut conduire à certaines pathologies et d'autres mécanismes qui peuvent expliquer les résultats qu'on observe, nous, au niveau association dans cette étude épidémiologique. Laura nous appelle de Villeneuve-le-Roi. Bonjour Laura. Bonjour, merci pour votre émission. Vous faites très attention à ce que vous consommez. Alors on fait attention au maximum, mais c'est vrai que des fois, on achète du jambon et je culpabilise de plus en plus en écoutant l'émission. Moi, je le savais, donc on en achète de moins en moins, mais ça nous arrive d'en acheter pour faire des sandwichs, pour certains pique-niques. Et là, en fait, ma question portait sur la cantine, parce que on parle peu de ce qui se passe dans les cantines, de ce qui sert à nos enfants. Souvent, les menus sont assez... C'est assez étonnant de voir ce qu'ils peuvent servir, des pizzas à la raclette. Ça dépend des cantines, Laura. Vous avez totalement raison. Il y a des cantines où la direction de l'établissement n'est pas prudente, et il y en a d'autres où, au contraire, il y a un nutritionniste qui est consulté, et où le chef de cuisine lui-même se fait un honneur de donner à manger à 2 enfants des produits sains. Et non, mais très bonne remarque, Laura. Je demande à Mathilde Touvier ce qu'elle en pense. Oui, complètement d'accord. Selon, vous savez certainement, mais entre l'école, le collège, le lycée. Ça va être soit la municipalité, soit le département ou la région qui est en charge de ces aspects-là. Et donc, il y a vraiment, sur le territoire français, de grosses inégalités en termes de qualité de ce qui peut être servi comme repas à la cantine, et très certainement de gros progrès à faire pour éduquer dès le plus jeune âge à cette alimentation, au choix, donner envie avec des produits bons pour la santé, pas qu'un enfant se retrouve entre un plat d'épinards qui a pas l'air bon du tout et des frites, et que forcément il choisisse les frites. Donner envie avec les bons produits, bons pour la santé, de faire des choix favorables pour donner de bonnes habitudes pour la suite, c'est très très important. Laura, ça répondait à ce que vous vouliez savoir, ou vous voulez préciser? Oui. Ça répondait à ma question, et je voulais aussi poser par rapport aux nitrites et au jambon. Est-ce que si on en consomme encore de temps en temps, c'est jouable, ou il faut vraiment qu'on arrête totalement d'en consommer? Vous parlez des seuils, ça c'est voilà. Alors est-ce que le docteur Touvier est habilité à vous donner des seuils? Oui. Mathilde Touvier. Donc c'est vraiment une très bonne question, comme toujours. Ça va être la fréquence et la quantité qui va jouer ici sur le risque. À l'heure actuelle, dans le programme national nutrition santé, la recommandation pour les charcuteries, dont le jambon fait partie, c'est pas plus de 150 grammes par semaine. Donc quelques tranches de jambon dans la semaine, a priori pas de problème sur les aspects cancer colorectal notamment. On aimerait aller plus loin encore dans ces recommandations sur la charcuterie, la viande rouge, pour également mieux prendre en compte les impacts environnementaux. C'est pas le sujet du jour, mais la viande rouge, la charcuterie, fait partie de ce qui pèse le plus dans notre alimentation, sur l'impact de nos systèmes alimentaires sur l'environnement. Et donc, pour aller encore plus loin, à la fois pour notre santé à nous et celle de la planète, certainement de diminuer encore un petit peu les seuils pour la viande rouge et la charcuterie, c'est une bonne idée. Mais encore une fois, pour vous déculpabiliser, une tranche de jambon de temps en temps, c'est pas ça qui va causer un problème, c'est vraiment le tous les jours en grande quantité. On y revient dans quelques instants. Je suis avec Mathilde Touvier, directrice de recherche à l'INSERM. Appelez-nous au 0826 300 300. Évidemment, la malbouffe, c'est quelque chose qui vous concerne, et la présence des conservateurs qui nous inquiète. Mathilde Touvier vous apportera les réponses scientifiques nécessaires. À tout de suite. Sud Radio, midi 14h. Sud Radio, la France dans tous ses états. Je suis avec Mathilde Touvier, directrice de recherche à l'INSERM, cette étude qui établit les liens entre la consommation d'additifs, notamment les conservateurs, et des maladies graves comme le cancer et le diabète de type 2. Là, c'est un fait avéré, c'est un document, c'est une étude qui révèle. Donc, il n'y a plus qu'à tirer des conclusions au niveau de l'agro-industrie, la grande distribution qui demande à ce que les dates de vente soient toujours les plus prolongées possibles pour pas perdre d'argent. Et puis, on a confrontation entre les intérêts financiers de l'agroalimentaire, de la grande distribution, et puis la santé de nos concitoyennes et concitoyens, santé bien entendu qui est payée, comme disait le président, un pognon dingue, par la collectivité. Nous avons Jean qui nous appelle de Lyon. Bonjour Jean. Oui, bonjour. Jean, vous êtes très vigilant sur le contenu des aliments, vous regardez sur l'étiquette, vous regardez la composition des additifs? Oui, j'utilise les applications Yuka, OpenView, etc. Et bon, je suis bien conscient que un truc qui peut dormir dans un frigo pendant 2 ans, c'est de la saloperie. Et en fait, ma question, c'est la suivante. Bon, j'ai un industriel, je sais pas si je peux citer son nom,
Allez-y. Fleury-Michon. Oui. Donc Fleury-Michon, il propose des produits sans additifs, sans colorants, bien cotés sur les applis Nutri-Score, avec une DLC très courte d'ailleurs. Donc du coup, ce qui est cohérent. Quand on les achète, faut les manger sous 15 jours. Et en plus, c'est pas mauvais. Donc je voulais l'avis un peu de votre intervenant sur cette politique d'agro-industriel qui me paraît pas débile, quoi. Alors Mathilde Touvier, est-ce qu'il y a des agro-industriels qui jouent le jeu, qui vous écoutent, qui sont sensibles à ces études et qui font en sorte de démalbouffiser leur production industrielle? Donc moi, je me prononcerai pas sur une marque en particulier, non, mais en général. Mais oui, bien sûr, évidemment que tous les produits industriels ne sont pas forcément mauvais pour la santé. Il faut pas faire cet amalgame. Tous les produits industriels ne sont pas forcément ultra transformés. Ils n'ont pas forcément des additifs controversés à l'intérieur. Et on a vraiment besoin de cette industrie agroalimentaire pour produire à grande échelle des aliments bons pour la santé, des aliments qui aussi nous facilitent la vie au quotidien. Des fois, on nous oppose, on nous dit vous êtes gentil, mais moi j'ai pas le temps de retourner passer des heures en cuisine. Dans l'état actuel, il y a encore beaucoup de femmes, malheureusement, d'inégalités entre hommes et femmes là-dessus, où ce sont les femmes qui vont faire à manger et vous voulez remettre les femmes au fourneau. Donc évidemment non, le discours n'est pas du tout celui-là. Et une industrie agroalimentaire qui va mettre une offre saine sur le marché, qui va permettre des innovations pour avoir des produits, des fruits, des légumes frais, etc., pour pouvoir les consommer plus facilement. Tout ça, évidemment, on en a besoin, et bien sûr qu'il y en a qui jouent le jeu, bien entendu. Mathilde Touvier, quand Fleury-Michon, Madrange, Herta disent que c'est du jambon sans nitrite, on peut considérer a priori que c'est vrai. Alors ils l'ont forcément remplacé par autre chose, ils parlent des produits végétaux, mais enfin, il y a un contrôle, la DGCRF contrôle quand même que cette affirmation sur l'étiquette correspond à une réalité. Le sujet précis des nitrites est complexe parce que lorsqu'on va remplacer les nitrites ajoutés en tant qu'additifs par du jus de légumes, des bouillons, etc., au final, on a quand même des nitrites dans le produit et des travaux de collègues toxicologues semblent suggérer que l'effet potentiellement est le même parce qu'au final, il y a quand même des nitrites. Par contre, il y a des jambons qui d'ailleurs sont plus gris, on le voit, ils sont moins roses, qui garantissent le sans nitrite dans le produit fini avec des durées de conservation encore plus faibles. Donc, il y a vraiment aussi parfois des pièges marketing sur certains produits, sur ces alternatives aux nitrites, donc il faut regarder vraiment précisément. Donc, plus que jamais vigilance, plus que jamais des règles et des normes, on combat les normes, mais celles-là sont utiles, elles sauvent des vies. Mathilde Touvier, l'occasion est venue de mettre les pieds dans le plat, on va parler du Nutri-Score, puisque c'est l'instrument de mesure et d'information qui permet aux consommateurs, notamment ceux qui sont à faible revenu et qui consomment beaucoup de produits industriels transformés, de leur dire attention, voilà ceux dont vous pouvez on va dire abuser et ceux dont au contraire il faut pas abuser. A, B, C, rouge, vert, jaune. Voilà, et le professeur Serge Herbert qui s'est battu, c'est passé à l'Assemblée nationale, ça a été adopté en première lecture. Ensuite, ça a été repoussé. Vous êtes à l'origine des éléments qui permettent de justifier le Nutri-Score. Et on sait en France que lorsque la malbouffe engendre des maladies, eh bien cette maladie, elle enrichit le lobby pharmaceutique qui fait du fric sur la maladie. Et le Nutri-Score, c'est pour empêcher qu'on fasse du fric sur la maladie des consommateurs français. Est-ce que je m'exprime à peu près correctement, malgré ma colère, Mathilde Touvier? Très parfait, j'ai plus rien à dire. Non, effectivement, le Nutri-Score, c'était vraiment une idée toute simple d'avoir une information que tout le monde puisse comprendre, en face avant des emballages et pas le tableau incompréhensible en face arrière que personne ne lit avec les grammes de sucre, etc. Un tableau en face avant qui résume, est-ce que dans ce produit, il y a trop ou pas, de sucre, calories, sel, acide gras saturé pour les choses qu'il faut un peu limiter, et à l'inverse des points dans l'autre sens sur la part de fruits et légumes, les fibres, les protéines. Ça donne cette information-là, le Nutri-Score. Donc on a quand même du mal encore maintenant avec 150 publications scientifiques dans le monde qui montrent que mieux manger, tel que classé par le Nutri-Score, est associé à moins de mortalité prématurée, moins de cancer, moins de maladies cardiovasculaires, etc. Plus toutes les études qui montrent l'impact sur la qualité nutritionnelle des paniers d'achat, et vous l'avez souligné, y compris notamment chez les populations les plus défavorisées. On ne comprend pas comment aujourd'hui
on est encore passé à côté de peu récemment de cette obligation d'avoir le Nutri-Score sur tous les produits pour une transparence pour tous les consommateurs. Honte aux députés qui ont voté contre l'obligation du Nutri-Score. Merci au professeur Serge Herberg, héros de la République, qui sauve des vies alors que d'autres, au contraire, enrichissent, déploient les maladies parce qu'elles enrichissent certains. Docteur Touvier, docteur en épidémiologie, à la fois votre ordonnance et votre menu parfait pour éviter les maladies, faire la cuisine à la maison avec des produits frais autant que faire se peut. Alors, là encore, je parle pas comme mon nom, mais on a la chance d'avoir le programme national nutrition santé. Vous allez faire un tour sur mangerbouger.fr et vous avez les recommandations qui résument tout ce qu'on sait à l'heure actuelle en termes de recherche pour favoriser sa santé et éviter les maladies. Quand on pense à l'impact sur la santé des aliments, première chose à regarder, le Nutri-Score, bon profil nutritionnel, pas trop de gras, de sucre, des fibres, etc. Deuxième chose, essayer de limiter les produits ultra transformés. On veut d'ailleurs faire évoluer le Nutri-Score pour y adjoindre un cadre noir avec marqué ultra transformé, ça permettra d'avoir l'info. Donc c'est la deuxième dimension à regarder. La troisième, limiter les contaminations, pesticides et tout. Et donc là, le logo bio, quand on peut, là aussi c'est favorable à la santé. Bon, je vous donne une information, Mathilde Touvier, vous reviendrez sur ce plateau parce que la conversation n'est pas terminée. C'est essentiel, c'est un enjeu fondamental et ça concerne tout le monde et ça intéresse surtout les Françaises et les Français qui sont obligés de se nourrir tous les jours avec des produits frais et sains. Heureusement qu'on a nos agriculteurs pour nous offrir ces denrées sublimes.